Il y a un truc qui me fascine sur YouTube, et c'est les chaînes de niche. Prenez par exemple le curling, ce sport absolument improbable qui consiste essentiellement à passer du balai très vite. Avec seulement 75 000 abonnés, la chaîne de la fédération officielle de curling totalise 23 millions de vues, soit un peu plus que ma propre chaîne. Alors bien sûr, 75 000 abonnés, c'est peu comparé aux 16 millions d'abonnés de Squeezie, mais 23 millions de vues, c'est quand même 282 fois le Stade de France. C'est ça la magie de YouTube, on y trouve tous les sujets du monde réel, de la customisation de smartphones à la pêche en passant par la mécanique ou la randonnée. Grâce à l'algorithme, on découvre que des millions de personnes sont fascinées par un sujet dont on n'imaginait même pas l'existence. Et dans la plupart des cas, il est possible de monétiser cette niche. Donc ce qui était à l'origine un hobby confidentiel devient une source de revenus et il y a des gens qui vivent à plein temps de ça. Par exemple, j'ai découvert que la thématique militaire cartonnait sur YouTube. Évidemment, aux États-Unis, il y a toute une niche liée aux armes à feu, donc on pourrait se dire que c'est une particularité locale. Mais les chaînes militaires cartonnent aussi en France. Par exemple, la chaîne de la Légion étrangère, avec 175 000 abonnés, cumule autant de vues que ma propre chaîne, avec 20 millions de vues. Et ça m'a vraiment intrigué parce que la Légion étrangère, c'est un univers à première vue très austère. Tiens, voilà du Bouddha. Voilà du Bouddha. Donc juste comme ça, on vous dit Légion étrangère, ça paraît pas tout à fait compatible avec les codes de YouTube, on est assez loin du fit et du fun. Alors on pourrait se dire que c'est pas l'armée qui intéresse les gens, mais c'est la guerre. La guerre évidemment c'est spectaculaire, ça fait l'actualité, et sur YouTube ça marche bien. Par exemple, sur la chaîne de Simon Puech qui a 353 000 abonnés, la vidéo la plus vue s'intitule « Une vraie guerre en Europe », et j'y suis allé, et se déroule en Ukraine. On comprend pourquoi les gens ont cliqué sur cette vidéo. Mais quand on creuse, on s'aperçoit que la chaîne YouTube de la Légion étrangère montre rarement des images de conflits armés. Et c'est pas la seule dans ce cas. Le podcast de l'américain ex-Navy SEAL Jocko Willink est suivi par plus d'1 million de personnes, alors que c'est juste un podcast avec deux mecs qui discutent autour d'une table. Il n'y a pas la moindre photo de champ de bataille dans le podcast. Alors d'où vient cette fascination pour les militaires et comment est-ce qu'ils peuvent continuer à capitaliser dessus, même quand ils sont revenus dans le civil? En soi, la Légion étrangère, c'est un sujet qui fascine. Sur YouTube, on trouve plein de reportages qui lui sont consacrés, et le public est au rendez-vous. Par exemple, sur la chaîne Imineo qui compile des documentaires télé récupérés à droite à gauche, la 5e vidéo la plus vue est consacrée à la Légion avec 4 millions de vues. Mais évidemment, l'intérêt d'un sujet dépend du format par lequel on l'aborde. Prenez la chaîne officielle de la Légion étrangère. Les premières vidéos de la chaîne ne faisaient que quelques milliers de vues. Il y avait seulement les contenus relatifs au défilé du 14 juillet qui se hissaient au-dessus de la moyenne. D'ailleurs, le 14 juillet, c'est un truc qui fonctionne quelle que soit la chaîne qui héberge la vidéo. Par exemple, le défilé du 14 juillet 2021 est disponible sur la chaîne du ministère des Armées, sur celle du Parisien et sur BFM TV. Ça a fait plus d'1 million de vues au total. Mais sur la chaîne de la Légion, au départ, on avait des vidéos typiques d'un service public. Même quand le sujet est potentiellement sensationnel, comme la guerre en Afghanistan, le style de narration fait qu'on s'endort. Sur 120 km à l'est de Kaboul, la route menant dans la vallée de Surobi est un axe vital pour le désenclavement politique et économique de cette agglomération. Au-dessus de cette vallée, sur un plateau rocheux, la base opérationnelle avancée de Tora veille de façon permanente sur l'ensemble du secteur. C'est la clé de voûte de la lutte anti-insurrectionnelle en Surobi. Et puis soudain, fin 2019, la chaîne a eu un gros boost d'abonnés. En moins d'un mois, elle est passée de 30 000 abonnés à plus de 44 000. Juste avant cette explosion, la chaîne a testé des nouveaux formats, des tutos de préparation physique pour grimper à la corde et progresser aux tractions. Ces tutos ont plutôt bien marché puisqu'ils ont atteint le nombre de vues fait par les fameuses vidéos de défilé. Mais ça, ce n'était que le début de la percée. En novembre 2019, la chaîne a publié une vidéo qui a cartonné par rapport au standard habituel de la chaîne, Explosivité des bras, avec le Major Gérald, qui culmine à plus de 850 000 vues. Bien sûr, ce genre de tuto répond à une demande. Mais quand on lit les commentaires, on comprend que la puissance des vidéos vient en grande partie du charisme de ce Major Gérald. Dans les commentaires, c'est un festival. Tout le feed game français en PLS. Le gars est tellement explosif que quand il passe les portiques d'aéroport, on appelle les démineurs. Le gars est aussi sec et strié que la corde. Généralement, après que le Major Gérald ait grimpé à la corde a des ampoules. Donc en gros, les commentaires nous font un remix du mime Chuck Norris qui tournait dans les années 2000. Et en effet, le Major a une condition physique digne d'un Super Saiyan. Donc ça, on comprend assez bien que ce soit impressionnant pour le mec qui cherche des conseils d'exercice physique. Ça nous ramène à ce principe de persuasion dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur le coach Jeff Cavaliere. Dans le domaine de la musculation, le physique permet de démontrer la compétence. Vous parlez à une audience qui est là pour apprendre, donc par définition ils sont pas encore experts, et donc le fait d'avoir le physique qui va avec est une manière de prouver votre expertise. C'est un peu l'équivalent de la Lamborghini dans le business en ligne. Et dans le cas du Major, ça dépasse la simple apparence. Parce que contrairement à Jeff Cavaliere qui est apparemment souvent critiqué pour son exécution des mouvements, le Major a une biomécanique impeccable. Mais des chaînes de musculation, il y en a déjà plein sur YouTube. Le mec il arrive en 2019, il n'est pas le premier. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que s'est dit le Major quand on lui a proposé d'animer ses vidéos. Quand on m'a présenté le sujet, j'étais sceptique.
Des vidéos de sport sur YouTube, il y en a des milliers. Mais justement, s'il y a plein de vidéos de sport sur YouTube, c'est parce qu'il y a un marché. Tout le problème pour le nouvel entrant, c'est de se démarquer de la concurrence. Et c'est là qu'on comprend que le Major apporte un angle nouveau sur le marché des vidéos de sport. D'abord, il a le physique exceptionnel et le palmarès sportif qui va avec, puisqu'il a été champion de France et champion d'Europe de full contact. Mais en plus, son statut de légionnaire lui donne une aura différente par rapport à des concurrents qui font de la gonflette pour faire des stories sur Instagram. Dans une société où le service militaire n'existe plus, l'armée est devenue quelque chose d'assez exotique. D'ailleurs, beaucoup de commentaires s'enthousiasment pour la clarté des explications du Major. Visiblement, il y a pas mal de gens qui s'attendent pas à ce niveau d'expression de la part d'un soldat. Donc le Major Gérald est une sorte d'idéal masculin. Athlétique, courtois, compétent dans ses conseils, humble et bienveillant quand il encadre un youtubeur qui fait une collaboration avec la Légion. Mais en même temps, c'est un mec qui a connu la guerre et qui sait être agressif quand c'est nécessaire. C'est flagrant quand il passe en mode entraîneur avec des youtubeurs et qu'il alterne la posture du grand frère bienveillant et celle de l'entraîneur impitoyable. Bon Clément, ça va? T'es content d'être revenu? Ouais, super. Tu m'aimes bien? Ouais. Ça va pas durer. Assis! Assis! Debout! On tourne là-bas, espèce de sac à merde! Quand je suis te dépêcher, tu te dépêches! T'es cru dans quel deck ici? Assis! T'as voulu la cagoule? C'est ça que tu voulais? C'est toi qui voulais la cagoule? Donc, le Major Gérald, c'est la porte d'entrée dans un monde mystérieux. Un monde que la plupart d'entre nous n'avons vu que dans les films. C'est le monde de l'entraînement militaire, avec ses défis, ses règles et ses aventures réservées aux initiés. Un jeune garçon quitte sa terre natale pour partir dans des contrées inconnues. Il affronte des dangers et se fait des amis sur le chemin de l'aventure. Finalement, il revient chez lui avec un savoir et une sagesse nouvelles. Ça, c'est le fameux voyage du héros. Une structure initiatique qu'on retrouve aussi bien dans la mythologie gréco-romaine que dans Matrix et Star Wars. Et quand on regarde le storytelling autour de la Légion étrangère, on retrouve exactement la même structure. L'homme qui s'engage dans la Légion quitte tout ce qu'il connaît. Sa famille, ses amis et même souvent son pays, puisque 90% des légionnaires sont étrangers. Jusqu'en 2010, il était même habituel pour chaque nouvelle recrue de prendre un nouveau nom, comme pour un baptême, et donc symboliquement devenir une nouvelle personne. Les premières années, le légionnaire vit en autarcie à la caserne. Il n'a pas le droit d'avoir un compte en banque, une voiture ou une compagne. Il est littéralement marié à la Légion. Il sera envoyé en opération extérieure avec ses camarades. Là-bas, il va risquer sa vie au combat, et s'il survit, il reviendra avec une vision du monde qui n'est pas accessible aux civils. Souvent, dans ces opérations, on voit un peu le pire de l'humanité quand même. Les plus beaux souvenirs, c'est surtout la fraternité qu'il peut y avoir entre les hommes quand vous abordez des situations difficiles, notamment en opération. Voilà, il y a vraiment une amitié qui se crée, un lien qui se crée, une fraternité d'armes en fait. Voilà, je pense que ça ne se retrouve pas ailleurs. Il faut le vivre pour le comprendre et le connaître. Donc quand un youtubeur fait une collaboration avec le Major Gérald, il fait un petit bout de ce voyage initiatique. Prenez par exemple Clément et Paul de la chaîne Hit the Road. Regardez comment le Major présente ce qui les attend lors de leur première immersion commando. Donc ils vont vivre cette séance pour faire demain une synthèse de combat corps à corps. Ils seront mis en état de fatigue. En fait, clairement, ils seront mis à mal. On va leur faire une vraie synthèse où psychologiquement et physiquement, on va les emmener au bout d'eux-mêmes pour qu'ils voient ce que doit restituer un combattant lorsqu'il est en situation de conflit, qu'il a épuisé toutes ses réserves et qu'il lui reste que ses qualités physiques pour résister face à l'ennemi. Le combattant qui doit résister face à l'ennemi, on est déjà dans la bataille. C'est pas juste du sport et du conditionnement physique, il y a un enjeu derrière, il y a un storytelling. Et ça va aller jusqu'au bout de cette idée, parce que le Major va aussi leur apprendre à poignarder une sentinelle. Oreille gauche, oreille droite, je tranche. D'accord? Je ramène, comme le pain. Donc là, ça y est, on pénètre dans un monde inconnu des civils. Après les armes blanches, Paul et Clément ont droit au simulateur d'armes à feu. Le lendemain, ils se lèvent à l'aube pour une course de fond en montagne accompagnée par un vétéran sapeur et une descente en rappel le long d'une falaise. De l'extérieur, c'est tentant de se dire qu'ils ne font que jouer à la guerre. Après tout, les armes qu'ils manipulent sont factices, et la descente en rappel, c'est juste du sport en extérieur. Mais ce serait passé à côté de la dimension psychologique de la situation. Ils doivent assimiler plein d'informations dans un environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Ils sont entourés de soldats qui ont littéralement fait la guerre, avec le Major Gérald qui leur met la pression. Quand ils font la descente en rappel, ils sont déjà exténués par la course de fond. Et si vous n'avez pas l'habitude des arts martiaux, vous retrouvez en train de poignarder quelqu'un. Même avec un couteau en plastique, c'est déstabilisant. Pourtant, tout ça n'est que la mise en bouche. Paul et Clément vont devoir affronter une épreuve finale, la synthèse corps à corps. Paul, il a tenté de s'évader, il s'est fait attraper. Ok? Donc, la seule chance qu'il a pour se sauver, c'est que toi, tu as pu t'évader, c'est que tu sortes de la zone minée ici, ok? Et que tu puisses donner l'alerte pour dire que tu as ton copain qui a été pris encore. Imaginez un peu, on vous insulte, on vous hurle des ordres contradictoires, vous êtes capturé, on vous met un sac sur la tête, on vous frappe, vous arrivez à vous échapper et vous devez attaquer une sentinelle au couteau. Vous combattez des vagues d'ennemis de toutes vos forces. Ensuite, c'est le combat final. Alors que vous êtes à bout de souffle, épuisé, vous affrontez le boss de fin. Et quand tout est fini, il ne vous reste que la joie d'avoir été au bout du défi.
La thématique qui traverse toute cette collaboration, c'est le dépassement de soi. C'est une thématique qui est souvent centrale sur la chaîne Hit the Road. Ok, on refait, bouge pas. Waouh. Il y a moyen que ce soit la police. Oh putain. Donc c'est assez clair que sur YouTube, il y a un marché du dépassement de soi. Et d'une certaine manière, c'est aussi pour ça qu'on regarde du sport de haut niveau. Mais si on y réfléchit, l'exploit sportif n'est que le premier niveau du dépassement de soi. Le niveau suivant, c'est quand on se met dans une situation de vie ou de mort. Et dans un environnement moderne qui semble toujours plus aseptisé, toujours plus complexe, cette reconnexion à l'instinct de survie a plusieurs vertus. Pour celui qui est là, sur le terrain, c'est un moment de concentration intense parce que chaque erreur peut entraîner la mort. Ça engendre un état quasi méditatif, où les enjeux sont très clairs. Survivre ou mourir. C'est l'opposé inverse des tâches compliquées du monde moderne, comme remplir une déclaration d'impôt. C'est des tâches qui sont à la fois prises de tête, incompréhensibles, on n'est jamais clairement sûr d'avoir bien fait les choses, et en plus c'est profondément ennuyeux. Quand vous grimpez une montagne sans corde, tout est beaucoup plus simple. Soit la prise est bonne, soit vous mourrez, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de question. Ou quand vous courez un ultra trail de 200 km, c'est pareil, votre monde va se résumer à quelque chose de très simple. Mettez un pied devant l'autre, malgré la douleur. Soit vous réussissez, soit vous vous plantez. Ça simplifie grandement les choses. So when you're base jumping and you're standing on a cliff and you're scared out of your mind and you can't talk because your mouth is so dry and you have a pee ring on your suit, which is why you always get dark suits so people can't see your pee ring. And every alarm bell in your body is telling you don't jump. And I had the same experience. I wasn't worried about the checking count. I wasn't worried about what was going on in life. I was just living in that moment. And it helped me be a better dad. It helped me be a better husband. It helped me be better at any business decision that I need to make because it allowed me to pull all of those stereo levers back down. Et cet effet marche aussi pour les spectateurs, même si c'est bien sûr de manière atténuée. Voir quelqu'un risquer sa vie vous aide à vous rappeler que des humains ont fait face à des épreuves beaucoup plus dangereuses que celles que vous traversez en ce moment dans votre vie personnelle. Au quotidien, je suis pris dans plein de stress, de problèmes et de décisions liées à mon business. Je jonglais entre la création de contenu, générer du chiffre d'affaires, gérer mon équipe, et parfois c'est vrai que ça commence à peser. Quand vous avez le nez dedans, au quotidien, les enjeux semblent énormes. Du coup, il y a quelque chose dans lequel je trouve souvent refuge, et c'est les histoires de survie. Par exemple, un livre que j'ai adoré, c'est Endurance, qui raconte l'histoire de l'expédition d'Ernest Shackleton au pôle Sud. On est au début du XXe siècle, l'expédition part explorer l'Antarctique, mais leur bateau est broyé dans la glace et se retrouve à la dérive sur la banquise dans un combat désespéré pour survivre et retrouver la civilisation. Forcément, ça aide à relativiser. À côté de ça, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer en tant qu'entrepreneur sur le web, c'est du pipi de chat. La guerre fait monter ses enjeux d'un cran supplémentaire. The bottom line is this. When you go into combat, you got people that are trying to kill you. And at some point, you realize, okay, I could die tonight. And if I die, bring it. Parce que la guerre, c'est pas juste un sport extrême. Derrière, on se bat, en tout cas en théorie, pour une idée transcendante. Un pays, une religion, une idéologie. Et une des rares certitudes qu'on a sur la psychologie humaine, c'est que l'homme a besoin de sens. Le sacrifice de soi au service d'une cause, ça peut donner ce sens. D'ailleurs, ça marche aussi pour les gens qui partent à l'autre bout du monde pour faire de l'humanitaire. Et finalement, il y a une dernière chose qui rend l'expérience de la guerre unique, et c'est peut-être la plus importante. C'est que la guerre se fait à plusieurs. Vous pouvez enchaîner des dizaines de reportages sur la Légion, et le mot que vous allez entendre dans chaque vidéo, c'est camaraderie. Écoutez comment les youtubeurs de Hit the Road parlent des légionnaires. Et au-delà du côté physique, mental exceptionnel qui est évident, c'est avant tout des mecs sur qui on peut compter. Et en fait, le Major Gérald, c'est vraiment un mec avec qui on a lié une amitié très très forte. Et on sait que c'est un gars où, peu importe le moment dans notre vie, peu importe l'instant, on sait que si on l'appelle, il sera là, il sera dispo, il sera là pour nous. Rendez-vous compte. Paul et Clément, ils sont pas partis en opération en territoire hostile avec le Major. Sur une période de 3 ans, ils ont fait une immersion de 48 heures et 2 autres collaborations autour de la natation et du parcours d'obstacles. Pourtant, ils se sentent déjà camarades. Alors imaginez le degré de solidarité qui lie des légionnaires quand ils ont connu le champ de bataille. C'est un lien qui est presque impossible à retrouver ailleurs. Pour le reporter de guerre Sébastien Junger, qui a lui-même passé du temps sur le front en Afghanistan, ça explique pourquoi certains soldats rentrent chez eux et la guerre leur manque. You think about all these soldiers having an experience like that, a bond like that, in a small group where they love 20 other people in some ways more than they love themselves. You think about how good that would feel. Imagine it. And they are blessed with that experience for a year, and then they come home and they are just back in society like the rest of us are, not knowing who they can count on, not knowing who loves them, who they can love, not knowing exactly what anyone they know would do for them if it came down to it. That is terrifying. Compared to that, war psychologically in some ways is easy.
Le Major Gérald vient de sortir un livre sur la préparation physique. Ça lui rapportera peut-être un peu d'argent à côté, mais étant donné les taux de royalties en vigueur sur le marché de l'édition, le Major va pas toucher une fortune avec. Fondamentalement, c'est pas grave parce que le livre du Major, ça permet de prolonger le succès de ses vidéos, et la chaîne de la Légion étrangère existe avant tout pour recruter. Mais il y a bien sûr des gens qui ont su monétiser la fascination pour les militaires dont on a parlé tout au long de la vidéo. Surtout s'ils sortent d'un corps d'élite qui a un prestige particulier, comme la Légion. Et là, il faut que je vous parle du business des Navy Seals. Les SEALs, ce sont les forces spéciales de la marine américaine. Créées par Kennedy pour intervenir au Vietnam, c'est le corps d'armée le plus prestigieux aux États-Unis. C'est un prestige qui repose principalement sur leur processus de sélection, qui serait un des plus exigeants au monde. Le prestige des SEALs a évidemment inspiré l'industrie du cinéma et celle du jeu vidéo. Déjà, en 1990, le nanardesque Navy Seals, les meilleurs, avec Charlie Sheen, faisait la promotion décomplexée du corps d'élite, et le film avait son adaptation en jeu vidéo. Mais ce qui a rendu les SEALs connus dans le monde entier, c'est l'assassinat de Ben Laden en 2011 par l'unité SEAL Team 6. Robert O'Neill, le soldat qui a abattu Ben Laden, a carrément écrit un livre pour raconter l'opération. C'est assez inhabituel pour un membre des forces spéciales qui sont censées rester discrètes au sujet de leur mission. Aujourd'hui, il est reconverti en conférencier qui va parler aux grandes entreprises du leadership. Cette unité en particulier, la SEAL Team 6, a été créée en 1980 spécialement pour lutter contre le terrorisme. Et déjà, en 1992, Richard Marcinko, cofondateur de l'unité, sortait le premier tome de ses mémoires, Rock Soldier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gars a été prolifique. Il a écrit 20 bouquins, dont 16 fictions qui se passent dans l'univers des SEALs. Et c'est assez fou de se dire qu'on est 20 ans avant la mort de Ben Laden, et Marcinko écrit déjà des livres sur le leadership et le business. Et au fil du temps, ça va devenir une tradition chez les SEALs, au point de devenir caricatural. Sur Amazon, on trouve plus de 6400 résultats avec le mot-clé Navy Seals, ce qui est évidemment un peu étrange pour une unité d'élite secrète. Et donc, Navy Seals est devenu une espèce de marque très reconnaissable et qui ouvre plein de portes. Un peu comme si vous sortiez d'une université prestigieuse comme Harvard. Être un ex-Navy Seal vous permet de vous faire inviter sur des gros podcasts, de faire éditer un livre, et d'être vu comme une autorité sur tout un tas de sujets. C'est une aura toute particulière dont ne bénéficient pas les autres corps d'élite de l'armée américaine, comme la Delta Force, qui sont pourtant tout aussi costauds. Donc il y a toute une industrie d'ex-Navy Seal qui ont construit une réputation sur cette aura. Prenez Clint Emerson. Il a écrit 4 livres, dont un bouquin sobrement intitulé « 100 compétences mortelles », compétences dont il fait la démonstration sur les plateaux télé. And you want to go for the eye, okay? The eye is a great place against an adversary, the ribs, the kidney. The goal is to deliver as much pain as possible so that you can escape. Le public américain est très amateur de ce genre de conseils pour 2 raisons. La première, c'est pratico-pratique, c'est que la société américaine est particulièrement violente. La seconde, qui est plus psychologique, c'est que depuis les attentats du 11 septembre, une partie de la population est obsédée par le risque terroriste. Donc venir de l'armée en général et des SEALs en particulier, ça donne une autorité immédiate pour se positionner sur un gros marché, le marché de la défense personnelle. Et ça tombe bien, Clint Emerson a un site consacré au survivalisme qui s'intitule Violent Nomad. Il y vend, encore une fois, du pratico-pratique avec des kits de survie, mais aussi du psychologique avec des t-shirts et des patchs à tête de mort pour montrer à tout le monde que vous êtes un vrai dur qui est prêt à survivre. Mais surtout, il a monté une boîte de consulting en gestion de crise, Escape the Wolf, qui vend des formations pour les entreprises et les particuliers. Dans les médias, Clint Emerson se présente systématiquement de la même manière. Clint Emerson, Navy Seal à la retraite. Et le logo sur son site personnel est un trident, en référence directe à l'insigne des Navy Seals. Mais dans le Seal Game, il y a un mec qui est en train de construire un empire qui va bien au-delà du business de la sécurité personnelle. Cet homme, c'est Jocko Willink. They didn't lose respect for me. Instead, they realized that I would never shirk responsibility. En 2014, Jocko Willink s'est associé avec un ancien compagnon de combat pour créer une société de consulting. Le domaine d'expertise, le leadership. Ensemble, les 2 hommes écrivent le livre Extreme Ownership, qui va devenir un best-seller. D'ailleurs, le titre du bouquin affiche directement le marché cible, puisque ça s'intitule « Comment les SEALs dirigent et gagnent ». Et bien évidemment, sur la couverture, on peut voir un petit trident. Donc jusqu'ici, on a une reconversion assez classique pour un Navy Seal, le consulting en leadership. La stratégie marketing est elle aussi assez classique. Racontez vos aventures de Navy Seal dans un livre, qui vous permet de faire un TEDx, qui crée de l'autorité, qui donne de la visibilité à votre boîte de consulting dont la crédibilité et le produit reposent sur votre expérience dans les Navy Seals. La boucle est bouclée. On pourrait donc se dire que Jocko Willink a joué la sécurité en se plaçant sur la thématique du leadership. Il a marché dans les pas de Robert Marcinko et des innombrables SEALs qui font des conférences. Mais en 2015, alors qu'il fait la promotion de son livre sur les podcasts de Tim Ferriss et Joe Rogan, les 2 hommes lui conseillent de créer son propre podcast. À l'époque, ces 2-là font partie des plus gros podcasteurs du marché. Donc Jocko va intelligemment suivre leurs conseils et lancer son Jocko Podcast en décembre 2015. 6 ans plus tard,
L'émission a plus d'abonnés YouTube que la chaîne de Tim Ferriss avec 1,2 million d'abonnés. Le Joko Podcast totalise 166 millions de vues. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le format du Joko Podcast est très particulier. Déjà, c'est long avec certains épisodes qui dépassent la barre des 4 heures. Il faut dire que Joko parle lentement. Il dose les silences pour donner un ton grave, presque solennel au podcast. Un effet soigneusement renforcé par le noir et blanc de la version filmée. Joko, qui a étudié la littérature dans le cadre de ses promotions chez les Seals, commence souvent les épisodes en lisant des extraits de livres. Et de quoi parlent ces livres? De la vie des soldats, de la guerre et de la vie des prisonniers de guerre. Il a aussi un choix particulier en ce qui concerne ses invités, parce qu'à part quelques pointures civiles comme Tim Ferriss ou Jordan Peterson, Joko n'invite que des militaires. Donc le Joko Podcast, c'est un voyage vers les situations extrêmes, les témoignages bouleversants, les histoires de rédemption. Par exemple, il va recevoir l'ancien SEAL Mike Day qui vient promouvoir son autobiographie. Je vous résume la vie du mec parce que le podcast dure 3h17. Fils d'un père schizophrène violent, Mike Day s'engage chez les SEAL et part combattre en Irak. Lors d'un assaut, il prend 27 balles dans le corps. Mais avant que les secours n'arrivent, il réussit à abattre les 4 terroristes qui lui ont tiré dessus. Rien que là, Hollywood pourrait racheter les droits du livre. Mais ça s'arrête pas là. Devenu conseiller en réinsertion pour les vétérans, il est lui-même victime d'un syndrome de stress post-traumatique. Déprimé par la misère humaine à laquelle il doit faire face dans son travail, il fait un burn-out et prépare son suicide. Suicide dont il est sauvé in extremis par un coup de téléphone de son patron qui l'appelle pour lui proposer un congé sabbatique. Après plusieurs psychothérapies, Mike Day retrouve enfin la paix intérieure, paix qu'il entretient en allant surfer au moins une fois par jour. C'est un dénouement digne d'un film hollywoodien. Et ça, c'est le genre de conversation typique que vous allez entendre sur ce podcast. C'est le genre de conversation que vous n'auriez jamais entendu de votre vie si vous n'êtes pas militaire et si Joko n'avait pas décidé de lancer un podcast. Mais il y a un truc bizarre. Quand on regarde quelles sont les vidéos les plus vues de la chaîne, on a une vidéo de motivation, avec le fameux « good ». You always just look at me and say good. On a un extrait de podcast de 3 minutes avec un militaire. On a un épisode de 3 heures avec Jordan Peterson. Et on a des conseils sur comment gérer la rupture amoureuse. Donc tout ça ne colle pas exactement avec les odyssées initiatiques comme celle de Mike Day. Alors j'ai été voir comment Joko définissait son propre podcast, et j'ai trouvé un début d'explication. Plus que tout, le podcast parle de la nature humaine. Si vous voulez voir où cette nature se trouve le mieux révélée, vous devez observer les êtres humains dans les situations les plus stressantes et les plus douloureuses. C'est dans ces situations que vous pouvez apprendre comment les gens se comportent et comment vous pouvez vous comporter. Si vous ne vous surveillez pas, vous risquez de faire des choses que vous ne devriez pas faire. Et mieux vous comprenez la nature humaine, plus vous serez efficace en tant que dirigeant. Mieux vous prendrez soin de vos équipes. Et plus vous les comprendrez. Donc même si 99% des invités du podcast sont des militaires, la guerre n'est que le point d'entrée vers des méditations plus profondes sur la nature humaine. Et comme avec le Major Gérald, le physique de combattant de Joko et son expérience du front font de lui une sorte d'idéal viril. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des auditeurs qui lui posent des questions pour gérer la rupture amoureuse ou le stress au travail. On se dit ok, le mec a fait la guerre, il a l'air d'avoir plutôt bien récupéré, il se lève à 4h du matin tous les jours pour aller soulever de la fonte, c'est un businessman à succès, il doit pouvoir me donner plein de conseils sur la manière de gérer ma vie. Et Joko ne se fait pas prier. Il a créé autour de lui toute une sorte d'écosystème. Au centre de cet univers, il y a cette image d'idéal masculin, à la fois sage et rompu au combat. À partir de là, il va rayonner. Vous êtes là pour les muscles, il vend des suppléments alimentaires. Vous êtes là pour le leadership, il vend du consulting. Vous êtes un patriote américain qu'il avait découvert sur Fox News, il a une marque de vêtements Made in USA dont le marketing repose précisément sur la relocalisation des emplois sur le territoire américain. Vous manquez de repères dans votre vie personnelle, son podcast regorge de réponses à vos questions les plus profondes. Vous voulez élever des enfants avec une mentalité de gagnant? Il a une série de 4 livres à leur lire avant de s'endormir. Il a même sa propre marque de thé. Donc l'écosystème de Joko Willink a plusieurs niveaux de complexité. Le niveau superficiel, c'est la muscu, la bagarre, les compléments alimentaires. Le niveau intermédiaire, c'est le patriotisme, les États-Unis. Mais le niveau plus profond, c'est la guerre comme voyage initiatique et comme révélateur de la nature profonde de l'être humain. C'est cette combinaison qui rend le marché des militaires aussi fascinant à observer, même si personnellement tout là-dedans n'est pas ma came. On peut aller du niveau 0, on est des gros durs, on a des gros muscles, à une vulnérabilité absolue de gars qui vous racontent qu'ils ont connu la fraternité dans un trou à rats en Afghanistan, ou qui vous racontent qu'ils ont failli se suicider en rentrant à la maison. Il y a d'un côté la violence, l'action pure, les enjeux de vie et de mort, et de l'autre un côté philosophique, les questions les plus profondes, de bien et de mal, de sens de la vie. So get up, dust off, reload, recalibrate, re-engage, and go out on the attack. Suite au succès de ses apparitions sur la chaîne de la Légion étrangère, le Major Gérald a ouvert sa propre chaîne YouTube. Pour l'instant, c'est un peu fourre-tout,
Mais il y a plusieurs épisodes avec des coachs sportifs, des coachs en développement personnel et aussi des anciens légionnaires devenus entrepreneurs. Et quand je vois que le major approche de la retraite militaire, qu'il a apparemment déjà reporté une fois suite au succès des vidéos de la Légion, je me dis qu'il a une belle opportunité de capitaliser sur sa récente notoriété. Il pourrait commencer à faire des podcasts de 4 heures, des programmes d'entraînement sportif, une marque de thé et pourquoi pas, des livres pour enfants. Et comme ça, il aurait une opportunité de devenir l'équivalent français du Joko Podcast. J'adore analyser des domaines inattendus pour voir comment des gens ont réussi à monter une audience de niche. Et c'est encore mieux s'ils peuvent trouver un moyen de gagner leur vie avec. Il y a aujourd'hui une infinité de niches potentielles et de plus en plus de gens arrivent à gagner leur vie sur internet en proposant un contenu très précis pour une audience très précise. Si vous voudriez faire la même chose, le meilleur endroit où commencer, c'est ma formation gratuite qui s'appelle Construire une audience qui achète. Je vous montre comment identifier une bonne idée, comment valider que vous allez pouvoir gagner de l'argent avec et comment gagner vos 1000 premiers abonnés. Toutes les leçons sont directement envoyées dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par mes emails. Cliquez sur le bouton qui se trouve en dessous de moi pour vous inscrire et je vous dis à la prochaine vidéo.